Michel a préparé une présentation de l'ouvrage d'une grosse demi-heure et une discussion menée par écrit avec Stéphane Dufoy, qui fera aussi une demi-heure et il restera 1 heure pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Je vous fais passer cet ouvrage. J'en profite pour annoncer la séance suivante qui sera le 18 janvier avec Licelle Quiros qui vient de faire paraître une anthologie Pensée décoloniale qui elle est donc spécialiste d'Amérique du Sud. Excusez-moi, c'est pas vraiment une anthologie, là, c'est pas un recueil de textes. C'est une présentation des pensées décoloniales latino-américaines. Et donc elle viendra en personne et la veille, elle sera intervenante en librairie, un peu sur le format qu'on avait imaginé avec l'IDAF pour Yalaki. Voilà. Ben Michel, je te laisse. Pendant que tu es debout, est-ce que tu peux aussi faire passer ça? C'est le livre qui vient de paraître aussi de Stéphane Dufoy et Antoine Policard. Antoine ou Roger, je ne sais plus. Alain Policard. Donc ça tombe bien parce que notre séminaire c'est décolonial et universel. Et là, il vient donc de sortir un livre édité, un livre collectif, qui est sorti juste au mois d'août, là, donc il est très très récent, sur universalisme en débat, avec un laisse à débat. Et il a un autre livre, Stéphane, qui sort en janvier ou février, sur les sciences sociales décentrées, principalement. Alors là, un peu une anthologie probablement sur des textes parfois anciens, mais qu'on ne connaît pas d'Amérique du Sud. Bon, alors je commence. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un gros défaut, souvent je me mets à parler trop vite. Donc si je parle trop vite, vous me faites signe amicalement de me calmer et de ralentir le début. Donc effectivement, Stéphane Dufoy devait venir, puisque cette année on a décidé que dans la mesure du possible, on préférait faire venir les auteurs, mais il a eu un empêchement. Donc je vais procéder comme l'an passé, en présentant son petit ouvrage. Alors je conseille vivement, j'en conseille vivement la lecture, y compris l'achat, 9 €, c'est le petit format que sais-je, vous voyez. C'est pas trop cher, et c'est un livre assez clair parce que justement court, quoi, et des fois la modestie du nombre de pages permet d'être plus contondant, si je puis dire. Et puis donc donc là je vais d'abord, dans un premier temps, je vais d'abord présenter le bouquin en le mettant dans ses pas, sans vraiment le discuter, en présentant son œuvre. Puis je ferai quand même quelques remarques, et ensuite quand même je lui ai écrit, je lui ai posé des questions auxquelles il a répondu bien gentiment. Ça ne fera pas un débat aussi vif qu'on aurait espéré, mais bon, c'est quand même mieux que si on n'avait pas du tout entendu sa voix. Alors, Stéphane Dufoy, c'est un petit jeune, il est né en 1970, et il est professeur de sociologie à l'université par rapport à nous, c'est un petit jeune, quoi. Je vois Denis qui se fait la tête. Il travaille à Paris-Nanterre, à Sciences Po Paris, à l'université. Alors, au départ, il ne travaillait pas du tout sur les thèmes d'aujourd'hui, mais il y a une cohérence. Au départ, il a fait sa thèse de doctorat sur l'activité politique des émigrés hongrois, tchécoslovaques et polonais en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une étude sur une diaspora politique. Bon. Ensuite, en revanche, ça l'a amené à travailler sur les diasporas en général. Il y a un petit que sais-je en 2003 qui s'appelle Les diasporas. Et ensuite, il a publié un bouquin beaucoup plus étendu qui en fait est sa thèse d'HDR, d'habilitation à diriger des recherches, qui s'appelle La dispersion, une histoire des usages du mot diaspora, qui a été publié chez Amsterdam en 2012, qui a été publié en anglais également. Alors, un petit peu avant, dès 2009, il avait publié un petit bouquin qui s'appelle Les mots de l'immigration, dans une collection aux éditions Belin, qui est spécialiste sur l'usage des mots français. Donc ça, c'était vraiment les mots de l'immigration en France. Mais ça le poussait de plus en plus pour travailler sur l'immigration. Et puis, il a aussi naturellement plusieurs bouquins coédités. Je n'en citerai qu'un seul ici, qui a le plus rapport avec nous, qu'il a coédité avec Anna Caillé, qui s'appelle « Le tournant global des sciences sociales à la découverte en 2013 ». Et alors, cet ouvrage n'étudie pas tant la globalisation du point de vue des sciences sociales, mais la globalisation des sciences sociales elles-mêmes. Bon, et il commence à y apparaître timidement
donc en 2013, le mot décolonial. Et de 2017 à 2020, il y a eu un moment, d'après ce qu'il dit lui-même, assez décisif dans son évolution scientifique, c'est qu'il a animé avec Marie Salaoun à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris, le séminaire pour une sociologie mondialisée non hégémonique, pour étudier, je le cite, une sociologie tiraillée entre le Nord et le Sud, entre l'unité et la fragmentation, entre le nationalisme méthodologique et le fluidisme méthodologique, entre l'hégémonie occidentale et les tentations de l'indigénisation, alors que les enjeux de ces discussions ne sont que peu connus en France. Et c'est au fur et à mesure même de la préparation des cours pour ce séminaire qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, il n'enseignait pratiquement que les sciences sociales dites occidentales, et il a cherché à réagir et à partir à la recherche d'autres sources pour les sciences sociales. Donc il est venu au décolonial par les études sur les migrations et les diasporas, mais aussi par ce que ces études ont provoqué sur ses propres recherches. Alors cela dit, je ne sais pas comment il se définirait lui-même. Après la lecture de l'ouvrage, bien sûr, il défend le décolonial, mais ce qui lui importe surtout, c'est le décentrement. Hein, il est plus décentré que décolonial. C'est-à-dire qu'il veut vraiment donner à connaître des textes. Il se place d'un point de vue de prof, d'un point de vue scientifique. C'est pas le décolonial tellement sous l'aspect militantisme politique. Bien qu'il dise que son militantisme académique est aussi un militantisme politique. Mais il veut donner à faire entendre des voix de sciences sociales qui n'ont pas été écrites en anglais ni en français et qui donc sont peu connues et souvent pourtant assez anciennes. Alors, revenons à l'ouvrage du jour, donc ce petit livre publié chez Alain Mozart en janvier 2023. Alors, en bon sociologue historique, Stéphane Bufoy se situe, mais en fait, il ne le fera qu'au début du 4e chapitre, qui s'appelle « Les circulations de la pensée décoloniale ». Et la première phrase de ce 4e chapitre, c'est l'histoire d'un mec. Et on se rend compte très vite que ce mec, c'est lui-même. Mais auparavant, il situe contextuellement le problème sur le plan politique. Pour te dire, moi j'ai trouvé qu'il a accordé un peu trop d'espace à dénoncer ceux qui dénoncent le décolonial. Mais une bonne partie du livre, enfin au moins les 3 premiers chapitres sont là-dessus. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus intéressant dans le livre, mais c'est obligatoire, puisque le décolonial a été largement connu en France sur le plan politique par le biais des anti-décoloniaux. Hein, les mêmes qui auparavant pourfendaient le communautarisme ou le dit wokisme, etc. Tout phénomène dont ces anti donnaient eux-mêmes les définitions pour mieux la condamner. Et du reste, ce que dénoncent ces anti aujourd'hui, ce n'est pas tellement le décolonial, c'est le décolonialisme. Et Stéphane Bufoy fait bien remarquer qu'en fait, le mot si on retrouve parfois, personnellement, moi je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est confus, mais on retrouve parfois dans la littérature postcoloniale le mot postcolonialisme, le mot décolonialisme est extrêmement peu utilisé par les décoloniaux eux-mêmes, qui emploient décolonial, décolonialité, mais pas décolonialisme. Et en fait, donc, ce sont les antis qui ont créé ce mot. Vous connaissez certainement l'Observatoire du décolonialisme, qui aujourd'hui s'appelle, qui a changé un peu de nom, mais pas de contenu, qui s'appelle l'Observatoire des idéologies identitaires. Voilà. C'est donc le premier chapitre, Comment ne pas se casser une jambe, qui montre la teneur des critiques que j'appellerais ici de droite contre les décoloniales. Et cette critique de droite reproche aux décoloniales 2 choses au moins. D'une part, de construire un nouveau regard sur la décolonisation. Elle prend ainsi la suite de l'offensive contre le moulin à vent du repentantisme, alors qu'aucun décolonial n'a jamais défendu la repentance, qui est quelque chose tout à fait différent de la question des restitutions d'œuvres d'art des musées aux musées africains, des œuvres d'art qui ont été volées. Et d'autre part, cette critique reproche au décolonial de, je cite Stéphane Bufoy, détruire le modèle républicain en mettant l'accent sur les identités genrées, raciales et ethniques au point de les essentialiser, malgré l'insistance permanente des décoloniaux sur l'intersectionnalité. Mais en même temps, ces gens-là dénoncent l'intersectionnalité parce que l'intersectionnalité inclut le genre et la race. Voilà. Et donc, Stéphane Bufoy constate que la situation actuelle, alors actuelle donc depuis la fin des années 2010, le livre ayant été publié en août 2023. La situation actuelle depuis quelques années est celle d'une prolifération de discours à propos d'une prolifération de mots
dont certains sont des concepts de sciences sociales, genre, intersectionnalité, race, décolonial, alors que d'autres relèvent d'un lexique politique ou journalistique, décolonialisme, wokisme, indigénisme, islamo-gauchisme. Et la confusion entre les uns et les autres rend largement incompréhensibles les ressorts de cette soudaine levée de bouclier contre un concept encore très peu connu en France. Maintenant, ça commence à être plus connu, mais je vous rappelle qu'il parle à partir des années 2010. Quoi. Alors, le chapitre fait ensuite un bref historique sur l'histoire du décolonial et sur sa propre approche, l'approche de Stéphane Dufoy, de cette orientation. Comme je disais tout à l'heure, comme historien de la mondialité, des sciences sociales, depuis le milieu du XIXe siècle, il a dû se questionner sur l'absence de visibilité des sciences sociales non occidentales dans les récits dominants, ne prenant en compte le fait que l'Europe et les États-Unis. Et personnellement, j'aurais ajouté, et même ainsi, en ne prenant en compte que ce qui est publié en langue anglaise. Bon, ça, c'est mes petites marottes personnelles. Le deuxième chapitre, un mot trop lourd et trop léger, avertit qu'il faut savoir si l'on parle d'un mot censé décrire un phénomène ou bien du phénomène lui-même. En effet, il y a un effet de loupe. Le risque est alors de confondre l'inflation de l'usage du mot décolonial avec l'augmentation de la présence du phénomène. Or, le mot décolonial et ses dérivés est interprété de façon double. D'une part, par les pros, comme une attaque contre la persistance de discrimination systémique, et d'autre part, et à contrario, par les antis, comme une offensive de type républicaniste. Personnellement, je regrette beaucoup qu'il utilise le mot républicain, parce que pour moi, ces gens ne sont pas du tout républicains. Bon, comme une offensive de type républicaniste contre le développement d'idées jugées néfastes pour la France, mais il nous fait remarquer qu'il y a à peu près le même genre de polémique aux États-Unis, où on retrouve les antidécoloniaux également contre ceux qui avant ont fait des polémiques contre les sciences sociales, contre le genre, évidemment contre la théorie critique de la race, etc. etc. Et c'est dans ce second sens, anti, qu'apparaît le mot décolonialisme entre 2018 et 2021. Presque uniquement utilisé par les adversaires de la pensée décoloniale. Et cela a créé un contexte de dimension militante au détriment de la dimension scientifique, qui est son point de vue à lui. Hein. Donc Stéphane Dufoy va alors revenir au chapitre 3 sur la naissance du décolonialisme, donc les antis. En effet, en France, le discours antidécolonial a mobilisé les autorités publiques, président et ministre, je ne sais pas si vous vous rappelez, le colloque qu'il y a eu à la Sorbonne, patronné par M. Macron, en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de la Recherche, qui était un colloque tout sauf scientifique, ne regroupant que des antidécoloniaux. Pourquoi pas? Mais ce n'était pas du tout un colloque scientifique. Bon. Regroupant des universitaires qui s'étaient déjà mobilisés contre le communautarisme et autres moulins à vent au début des années 1990. Et alors, les mots décolonial et décolonialisme constituent dès lors ce qu'il appelle un diabolisme, ou que d'autres auteurs appellent un disqualificatif, à savoir, je cite, la constitution de l'ennemi absolu par la formation d'un anathème qui divise le monde en deux camps, les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et de conclure, le décolonialisme tant décrié n'est en définitive rien d'autre que la définition même qu'en produisent ses adversaires. Voilà. Donc après avoir évoqué les antis, Stéphane Dufoy entre dans la description du décolonial dans le chapitre 4. Alors vous avez eu le chapitre 1 et l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier chapitre. Hein. Je pense que tout le monde l'a eu. Hein. J'espère que vous avez pu le lire, même si c'est pénible de lire à l'écran. Donc ça c'est le chapitre 4. Je crois que vous ne l'avez pas eu. Donc je vais citer ce petit paragraphe où il dit « C'est l'histoire d'un mec, un sociologue, manifestement blanc de peau, la cinquantaine. Depuis le début de sa carrière, il a travaillé sur le poids des mots et des concepts. Exil, émigration, réfugiés, diaspora, globalisation, communautarisme. Il cherche à saisir comment l'usage des mots transforme la réalité et la crée donc en partie. Entre 2013 et 2015, il a assuré un cours en anglais à Sciences Po Paris sur les sciences sociales et la globalisation. Au cours de ces 2 années, il a compris au fil de ses lectures que, sans s'en rendre compte, il déployait dans ses travaux et dans ses enseignements une vision largement occidentalo-centrée des sciences sociales. Ce mec, c'est moi. Pas moi, oui. Bon, voilà. C'est pourquoi ce mec entreprend à partir de 2015 de partir à la découverte de continents inconnus de lui et constate que s'y trouvent depuis longtemps déjà des auteurs et autrices qui réfléchissent aux enjeux sociaux de leur pays. Mais les langues dans lesquelles
je le cite, ils ou elles écrivent, espagnol, portugais, chinois ou japonais, ainsi que la progressive construction aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne d'une histoire occidentale des disciplines qui se présentent universelles, ont rendu ces travaux presque entièrement invisibles. Et Stéphane Dufoy évoque alors longuement la genèse de ce courant. D'abord aux États-Unis, le Latin American Subaltern Studies Group, créé en 1992, qui se revendique donc explicitement du subalternisme indien du début des années 80, bien qu'il y ait une grosse différence, c'est que le groupe américain, Latin American Subaltern Studies Group, un groupe américain qui travaille sur l'Amérique latine, d'un point de vue subalterniste, n'est formé au départ que de littéraires, alors que, comme vous le savez, les études subalternes au Bengale occidental étaient un mouvement avant tout d'historiens. Puis en 1998, se crée le fameux groupe Modernity Coloniality, dont on a déjà parlé l'an passé à propos de Walter Mignolo et d'Arthur Escobar, qui deviendra ensuite Modernity, Coloniality, Decoloniality. Et la rupture entre les deux groupes recouvre aussi la dissociation progressive entre les perspectives postcoloniales et décoloniales. La perspective décoloniale reproche à la perspective postcoloniale de partir d'une critique postmoderne, et je vais citer, c'est-à-dire d'une critique eurocentrique de l'eurocentrisme. Parce qu'il part d'une théorie produite en Europe pour critiquer l'Europe, au lieu de partir des savoirs subalternisés et réduits au silence. Dufoy constate que les auteurs décoloniaux publiant aux États-Unis ont la plupart du temps une origine non occidentale, combinée à une formation scientifique dans les pays occidentaux. Mais il défend vigoureusement le décolonial d'être une importation américaine en France et en Europe, puisqu'il s'appuie massivement sur des auteurs latino-américains ou d'origine latino-américaine. La position de ces universitaires rend alors possible leur prise de position, parce que paradoxalement, ils profitent de leur présence au cœur même de l'Occident épistémique, je cite. Par ailleurs, une minorité d'entre elles et d'entre eux sont également restés en poste en Amérique du Sud, notamment au Venezuela, au Pérou, en Argentine, en Colombie et à Porto Rico. Le chapitre 5, Nouvelle querelle dans un vieux pot, est beaucoup plus centré sur la France, et Dufoy y évoque une série d'incidents qui, rétrospectivement, ont mené aux polémiques actuelles. Depuis le bicentenaire de la Révolution française, dont la théâtralité avait mis en valeur les tribus françaises, et ça n'avait pas plu à certaines personnes, considérant qu'on n'avait pas fêté le bicentenaire de la Révolution française, mais le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Bon. Puis la polémique sur le dit foulard islamique à l'école publique, qui commence en septembre 1989. Je me rappelle personnellement très bien, qu'à cette époque-là, j'étais professeur de collège en Seine-Saint-Denis, et j'avais dans ma classe certains élèves qui avaient un foulard, pas un voile, un foulard. Là aussi, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et puis ensuite, l'inconstitutionnalité du peuple corse, puisqu'il y a le peuple français, il ne peut pas y avoir de peuple corse, en 1991. Puis le refus de signer la charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1992, et le refus d'écoles publiques en langue régionale, etc., etc. Et dans toutes ces polémiques, la critique des États-Unis a fonctionné comme une justification de la nation française citoyenne, une et indivisible, face à l'Amérique des races et des ethnies, supposément des races et des ethnies. Et dès le début des années 90, le contexte est ainsi prêt pour un nouveau diabolisme, à savoir le communautarisme. Et toute revendication émanant d'une communauté qui ose se dire telle est considérée comme communautariste. Je les cite. Communautariste et les repas halal à la cantine. Communautariste le droit de vote des étrangers. Communautariste la charte européenne de protection des langues régionales et communautaires, finalement signée en 1999 mais jamais ratifiée. Même la loi sur la parité homme-femme aux fonctions électives fut accusée de communautarisme puisqu'elle supposait l'existence de deux groupes, les hommes et les femmes, au détriment des citoyens. Et l'Observateur du communautarisme, créé en 2003, est l'ancêtre direct de l'actuel Observateur du décolonialisme. Sans chercher à réfuter chacune de ces offensives que lui appelle républicanistes, à mon grand regret, Dufoy constate que, je cite, « de ce discours néo-républicain multiforme est née une perspective exceptionnaliste sur l'universalisme républicain. En raison de la transformation au cours des 20 dernières années d'une partie des objets de recherche avec la multiplication de thématiques liées au genre, à la race, à l'ethnicité, aux religieux, aux identités et aux discriminations, cette perspective universaliste, on l'appelle comme ça, prend de plus en plus les sciences humaines et sociales pour cible. » Alors, je regrette que Dufoy qualifie cette approche de perspective universaliste, alors que selon moi, elle est tout sauf universaliste,
mais bien ethniciste franco-française, uniformiste et oppressive. Mais peu importe à présent. Ce à quoi veut aboutir Dufoy est le questionnement suivant qui clôt le chapitre. Une question se pose. Que faut-il faire quand l'universalisme proclamé ne remplit pas ses promesses universelles et qu'il s'avère être le produit non pas d'un quelconque contrat social ou de la vérité de principes rationnels, mais bien d'une histoire de domination de certains groupes sur d'autres. Point d'interrogation, page 60. Ça, s'il n'y avait que 4 lignes à se rappeler dans le bouquin, ça serait ces 4 lignes-là. Le chapitre... Pardon ? Tu peux la relire. Une question se pose, c'est le questionnement qui clôt le chapitre 4. Une question se pose. Que faut-il faire quand l'universalisme proclamé ne remplit pas ses promesses universelles et qu'il s'avère être le produit non pas d'un quelconque contrat social ou de la vérité de principes rationnels, mais bien d'une histoire de domination de certains groupes sur d'autres. Page 60. Et le chapitre suivant reste alors un chapitre historique, mais qui propose la décolonisation des sciences sociales. C'est le chapitre 6, qui s'intitule « Décolonisons les pensées captives et captatrices ». Celui-là, je crois que vous l'avez eu, hein, il me semble. Il rappelle l'affaire Camelot de 1964, du nom de cet énorme projet de recherche nord-américain qui avait été richement doté et qui explosa avant même d'avoir commencé parce que des chercheurs chiliens s'étaient aperçus qu'en fait, derrière ce gros programme de recherche, il y avait le département de la défense américain et la CIA, et que l'objectif de recherche, c'était de traquer et de mieux comprendre les menaces communistes en Amérique du Sud. Mais ce que veut dire Dufoy, en citant cet exemple de 1964, c'est simplement pour montrer en quoi la dimension politique est bien souvent centrale dans la manière dont fonctionnent et se transforment les sciences. Et il ne dit même pas d'ailleurs les sciences sociales. Pour lui, l'objectif indispensable est donc de faire entendre, car ce sont la mise au silence, l'omission et l'invisibilisation, consciente ou non, qui fabriquent à la fois l'éviction de chercheurs et chercheuses importantes et le maintien dans l'ombre de territoires aussi riches que divers dans l'espace mondial des sciences sociales. J'ajouterai pour ma part à nouveau que cela se produit aussi, au moins en partie, pour toutes les sciences sociales non anglophones. Nous sommes maintenant aujourd'hui des minorisés. Mais il s'agit aussi de se rendre compte que la revendication de la décolonisation des sciences sociales est une pratique ancienne en Amérique du Sud et en Asie, et non seulement présente, avec des chercheurs qui ont compris que leurs esprits restaient captifs, épistémiquement, du fait des professeurs dont ils avaient suivi l'enseignement, professeurs qu'il appelle captateurs. Mais il remarque alors deux choses. Les intellectuels captifs deviennent souvent eux-mêmes captateurs, souvent inconsciemment, suivant inconsciemment le modèle qu'ils ont appris. Et leurs maîtres captateurs sont eux-mêmes captifs, puisqu'ils véhiculent inconsciemment leur épistémère. Et la revendication de décolonisation n'est donc pas simplement un acte militant, mais un acte tout autant académique, puisque donner à lire et à entendre les productions de chercheurs dont la visibilité scientifique dans les sciences sociales mondiales demeure très faible, offre l'opportunité, et je le cite, de saisir l'activité scientifique de manière moins idéalisée, plus pragmatique, plus engagée et plus attentive à l'importance des réalités nationales et locales, sans pour autant renoncer à la dimension universelle de la science. Je souligne sans pour autant renoncer à la dimension universelle de la science, parce que je ne sais pas pourquoi il écrit sans pour autant renoncer, comme s'il y avait une once de contradiction. C'est au contraire cette large, selon moi, cette large ouverture mondiale et la plus égalitaire possible de nos connaissances qui permet d'affirmer la dimension universelle de la science. Mais l'auteur termine ainsi le chapitre par un appel à la double décolonisation nécessaire. Je le cite à nouveau. Appréhender la distinction entre esprit captif et captateur invite à penser la décolonisation des captifs par rapport aux captateurs, mais aussi celle des captateurs par rapport à leur propre captivité. Évidemment, je ne suis pas sûr que les antidécoloniaux soient aptes à recevoir ce message. Alors, le 6e chapitre aborde l'universalité comme alternative à l'universalisme. Et vous l'avez aussi. Hein. Malgré le rapport de 1995 qui avait été dirigé par Emmanuel Wallerstein, récemment décédé, appelant à reconnaître le caractère situé et occidental des sciences sociales pour mieux les transformer, je le cite maintenant, aujourd'hui encore, le lien possible entre l'universalité scientifique et la décolonisation des savoirs n'est que rarement perçu. Et Dufoy dénonce alors un universalisme surplombant, défendant
suivant le philosophe Thomas Nagel, le point de vue nulle part. Ça, j'ai bien aimé cette expression, le point de vue nulle part. Ainsi universalisée, la modernité occidentale en vient à perdre son indexation géographique pour ne plus être que la modernité, la science et l'histoire, réduisant au silence et à l'invisibilité les autres formes existantes de représentation du monde, de la nature, de l'espace et du temps. Alors, se plaçant toujours d'un point de vue universitaire, il n'aborde guère les courants politiques des coloniaux, Dufoy élabore alors un programme en 3 axes pour orienter les sciences sociales mondiales vers un récit différent de leur naissance et de leur évolution, en récit plus ouvert aux relations du pouvoir. Premièrement, il faut faire prendre conscience des silences, notamment par l'anamnèse, le retour à la mémoire du passé, premier moyen d'ouvrir les yeux des spécialistes, notamment occidentaux. Deuxièmement, il faut remarquer que l'enseignement de l'histoire des disciplines, se limitant généralement à l'histoire des théories ou des auteurs et autrices, et je le cite, les liens historiques entre développement des sciences sociales et colonialisme et ou colonialité, européen et nord-américain, ont imposé une division internationale du travail épistémique, où le travail théorique et conceptuel est la prérogative du centre et donc de l'Occident. Il s'ensuit logiquement que la liste des classiques devant être lus ou connus par les étudiants est presque invariablement le même dans tous les pays et ne comporte la plupart du temps que des hommes occidentaux. Et troisièmement, et enfin, il faut mettre l'accent sur l'histoire effective des disciplines et sur les dynamiques de constitution du canon. Il faut mettre l'accent, la phrase n'est pas bonne, et constater que les dynamiques de constitution du canon visent également à ouvrir le sens de l'universel. Bon, bien sûr. Mais c'est là que Dufoy établit un glissement, par glissement une opposition qui me pose problème. Je vais citer le paragraphe. Généralement, toute critique de l'universalisme scientifique se voit assimilée à une position toute critique se voit assimilée à une position relativiste ou hyper-relativiste, selon laquelle rien ne serait vrai et où tous les points de vue se vaudraient. Cette qualification ne tiendrait qu'à condition que les critiques en question revendiquent explicitement cette forme de relativisme. C'est pourtant loin d'être le cas. L'immense majorité des remises en cause de l'universalisme occidental repose certes sur une défense de la relevance, c'est en anglais mais c'est dans le texte, de la relevance et de l'indigénéité ou endogénéité des concepts et des théories, mais également sur la distinction entre un universalisme eurocentrique et un universalisme scientifique à construire sur la base de la pluralité des situations, des modes et des modes de savoir. On le voit, en quelques lignes, l'universalisme scientifique devient l'universalisme occidental, puis un universalisme eurocentrique, et finalement est opposé à l'universel scientifique. C'est l'opposition assez classique entre l'universalisme et l'universel, opposition que je ne fais pas mienne, j'y reviendrai. Mais l'important ici pour Stéphane Dufoy est de montrer que la contestation de ce que je préfère personnellement appeler l'eurocentrisme scientifique est ancienne, sauf que nous ne l'avions pas assez découverte. Il cite ainsi le sociologue brésilien noir Adalberto Guerreiro Ramos, qui dans un ouvrage publié en portugais en 1958, contestait déjà à l'époque l'universalisme équivocado, que Dufoy traduit par faux universalisme, je traduirais personnellement plutôt par universalisme trompeur. Et il défendait l'usage de concepts comme celui de race pour analyser le Brésil, concept qui à l'époque, dans les années 50, imaginé en France dans nos sciences sociales, ce n'était pas un concept bienvenu. Cela n'empêchait seulement nullement Guerreiro Ramos de proclamer l'universel de la science. Dufoy cite d'autres exemples de chercheurs de ce que l'on appelait alors le tiers-monde, cherchant à avancer vers l'universel de la science tout en refusant l'eurocentrisme scientifique. Il en vient logiquement à citer l'universel latéral de Souleymane Bachir Ndiaye, que nous avons étudié l'an passé, face à l'universalisme vertical. Mais il y a une situation concrète, il souligne lui-même. L'universel n'est pas toujours là. Lui aussi, l'universel est toujours un produit historique des luttes pour la définition de ce que sont les sciences sociales et de ce qu'est le social. Ce ne serait pas un universalisme proclamé, il suffirait de redécouvrir l'universel. L'universel aussi est une construction. Il cite alors le philosophe béninois Paulin Outonji, selon lequel l'universel est un horizon à construire, et de conclure ce chapitre par 2 belles phrases avec lesquelles je suis en désaccord total. C'est « L'universel s'allie au pluriversel pour examiner la tension entre le général et le particulier, entre le global et le local. Ainsi conçu entre l'universalisme de nulle part et l'autochtonie d'une pensée endémique, l'universalité à construire est toujours un combat scientifique. » Je reviendrai après dessus.
Le dernier chapitre, que vous n'avez pas lu, je crois, sauf pour ceux qui ont pu lire l'ouvrage entier, s'intitule « Vers la décolonie ». Et Stéphane Dufoy aborde la question principalement d'un point de vue scientifique, celui des sciences sociales, laissant la question directement politique un peu en marge, même s'il affirme qu'il s'agit de lutter contre la colonialité. Il revient sur la question de l'inconscient. Je le cite. « Les enjeux immenses auxquels nous les scientifiques sociaux, devons collectivement faire face en matière d'égalité, de non-discrimination, de rapport aux principes républicains, d'universalisme, mais aussi d'ouverture à la différence et au monde, ne sont pas uniquement tributaires de l'actualité directe. Ils dépendent étroitement de notre capacité à faire évoluer les cadres mentaux dans lesquels beaucoup d'entre nous sont encore pris, la plupart du temps sans même nous en rendre compte. » Et il conclut que la transformation de ces cadres mentaux, je le cite à nouveau, ne peut que bénéficier d'un militantisme social et politique, mais elle exige aussi, et peut-être avant tout, un engagement des enseignants et enseignantes et des chercheurs et chercheuses en direction d'une plus grande prise en compte des structures épistémiques mondiales, des débats épistémologiques en cours dans d'autres disciplines, et de la nécessité d'ouvrir nos enseignements à des concepts, des théories, des mouvements d'idées différents de ceux dans lesquels nous sommes encore majoritairement bloqués. Ici, je le suivrai entièrement puisqu'il s'agit des sciences sociales, une activité éminemment liée aux cadres mentaux, cités antérieurement. Mais cela ne doit pas signifier que l'approche décoloniale serait uniquement mentale ou épistémique, comme si un mouvement de l'esprit pouvait à lui seul provoquer le changement. Le décolonial est étroitement lié, là c'est moi qui parle, hein, le décolonial est étroitement lié aux luttes sociales et politiques, notamment des subalternes. Dufoy ne dit pas le contraire. Mais il ne le dit pas non plus, et le risque existe donc de tomber dans ce que j'appelle personnellement le décolonial idéaliste à la Mignolo, sur lequel le décolonial est simplement une déprise mentale avec ce qu'il appelle l'Occident. Mais sur le plan des sciences sociales, je le suis entièrement. Il s'agit de, je cite, l'horizon asymptotique d'un universel des sciences sociales, qui lui semble un engagement tout à fait envisageable s'il se met progressivement en place, et c'est précisément ce qu'il appelle un état de décolonie. Avec mes mots, je dirais plutôt qu'il s'agit de la décolonialisation des sciences sociales, décolonialisation et non plus décolonisation, puisqu'il ne s'agit plus de lutter contre la colonisation, mais contre la colonialité. Une fois de plus, c'est la conclusion de l'ouvrage, il décrit un plan de travail, cette fois en 4 points. Premièrement, il faut prendre conscience de l'hégémonie épistémique occidentale et de l'obligation de la provincialiser. Deuxièmement, il faut développer l'accès des étudiants et des enseignants à cette histoire complexe, notamment en fournissant des traductions de textes. D'ailleurs, je crois que le prochain livre de Stéphane Dufoy, celui dont j'ai parlé tout à fait au début, sur les sciences sociales mondialisées, qui paraîtra en février de 2024, c'est précisément pour ça, pour fournir des textes à les traduire en français. En effet, l'édition d'ouvrages latino-américains, africains ou asiatiques, chez les maisons d'édition reconnues, est bien trop faible. Troisièmement, les savoirs disciplinaires doivent être saisis dans leur historicité et les savoirs actuels doivent être appréhendés dans leur mondialité. Et quatrièmement, et là je vais le citer, c'est cet espace de disputatio qui manque cruellement en France aujourd'hui. J'espère que les raisons de cette situation de blocage apparaissent clairement dans les chapitres précédents. Elles sont liées à l'histoire longue de la néo-républicanisation de l'espace politique français, ainsi qu'à la progressive extension du dogme de l'universalisme du politique vers le scientifique, dont la conséquence fut ce long tir de barrage contre des travaux scientifiques venus d'ailleurs, mais interprétés à l'aune de la situation française. Notre actuelle condition d'isolement par rapport à l'état des enjeux mondiaux des sciences humaines et sociales nous rend aveugles aux transformations en cours depuis des décennies. Et il conclut à nouveau sur sa citation personnelle, je cite, « Sociologue blanc, mâle, et de plus de 50 ans, j'assume les contradictions internes de la tâche que je me suis donnée, parce qu'elle me garde vivant. Décoloniser n'est pas un mot diabolique, c'est un mot plein d'espoir pour qui sait y saisir les promesses qu'il engage. » Voilà, là j'ai fini, j'ai déjà parlé 40 minutes. Alors maintenant, si vous n'êtes pas trop fatigué, je voudrais lire les questions et les réponses que m'a envoyé Stéphane Dufoy. Vous tenez le choc? Bon. Alors, question numéro 1. Dans votre ouvrage, vous vous situez et expliquez votre cheminement d'une quinzaine d'années, des études sur les diasporas politiques jusqu'aux diasporas tout court, des émigrations
à la nécessaire mondialité des sciences sociales et enfin au décolonial. Mais aujourd'hui, que vous assumez pleinement ce tournant, pouvez-vous nous préciser en quoi il a modifié votre pratique de recherche? Réponse. Le tournant que vous évoquez n'est pas en soi un tournant décolonial. C'est avant tout un tournant décentré, ce qui englobe la question du décolonial. Depuis maintenant 7 ans, je travaille dans une optique qui consiste à montrer plusieurs choses. Premièrement, l'histoire des sciences sociales, telle qu'elle est massivement pratiquée depuis le siècle dernier, est une histoire canonisée fonctionnant sur le principe de la synecdoque. Un petit nombre d'auteurs venant d'un petit nombre de pays occidentaux, France, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, parfois Italie, seraient les pionniers d'une discipline, sociologie, anthropologie, sciences politiques, psychologie, dont la diffusion au reste du monde se produirait par radiation vers les autres régions, essentiellement à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Les ressorts de ce ou ces récits sont à comprendre car ils ou ils irriguent une majeure partie de l'enseignement des sciences sociales en Occident comme dans les autres pays. Deuxièmement, cette histoire canonisée laisse de côté et invisibilise des pans entiers du développement et de l'évolution des sciences sociales, comme l'émergence de la sociologie en Amérique latine ainsi qu'au Japon, en Chine et en Inde, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, ainsi que la mise en place de projets théoriques ou épistémologiques alternatifs, contre-hégémoniques, tout au long du XXe siècle, bien avant le succès du collectif Modernité-Colonialité. Ces silences invitent à écrire une histoire plus transnationale, mais aussi plus largement attentive aux mécanismes des relations de pouvoir dans le domaine épistémique. Et troisièmement et enfin, la période actuelle est tout à la fois marquée, pour des raisons politiques et académiques, par une fermeture de plus en plus grande des sciences sociales occidentales aux évolutions en cours dans les autres régions du monde, ainsi que par d'intenses revendications de transformation théorique et ou épistémologique en Asie, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne ou dans le monde arabe. Ces dernières ne connaissent encore que bien peu de visibilité dans l'enseignement et dans la recherche, par exemple en France, et les traductions sont encore bien rares. Une partie de mon travail consiste désormais à rendre certains de ces textes accessibles en français, ainsi qu'à créer des cours permettant de rendre compte de ce moment particulier où il serait possible de débattre autrement du futur des sciences sociales. Question numéro 2. Dans ce livre, parfois mes questions elles sont comme ça, dans ce livre, il est question du décolonial, mais vous le définissez plutôt négativement, en décrivant longuement les antis, les freins, les difficultés. Vous parlez de décolonisation des sciences sociales, ce qui pourrait laisser entendre que le décolonial n'est qu'une simple continuation de l'anticolonialisme. Anticolonial et décolonial ne seraient-ils différents que sur le plan chronologique? Or, si l'on suit Aníbal Quijano, la colonialité est un ensemble de rapports sociaux coloniaux, quel que soit le statut formel d'un territoire. La colonialité peut donc exister avant une colonisation, elle existe bien sûr pendant la colonisation et se maintient bien après cette dernière. L'anticolonialisme se dresse spécifiquement contre la colonisation formelle, et il est une forme du décolonial, mais le décolonial se dresse contre la colonialité, toutes les formes de colonialité, depuis la lutte politique jusqu'aux sciences sociales. C'est donc un concept plus large. De ce fait, vous parlez de décolonisation contre la colonisation, mais pas de décolonialisation contre la colonialité. Or, les contextes de lutte sont très différents. Pouvez-vous donc préciser votre définition du décolonial? Réponse. L'ouvrage se donne 3 objectifs différents, mais reliés. Il cherche tout d'abord à faire ressortir la logique de l'offensive décolonialiste à l'œuvre depuis quelques années en France. Dans ce cas, le terme décolonialisme est celui qui est utilisé par ceux qui critiquent ce qu'ils ou elles considèrent comme un danger politique et académique, et qui consisterait à tout ramener à la question coloniale. Dans un deuxième temps, l'ouvrage montre la forte déconnexion entre l'émergence d'un mouvement de pensée scientifique depuis le milieu des années 1980 et les logiques de réception, de non-réponse ou de mal-réception dont il a fait l'objet depuis les années 2000. Enfin, j'aborde la question des conditions de possibilité de la décolonisation des sciences sociales dans les pays occidentaux. Elle avait déjà été posée bien avant l'apparition du collectif Modernité-Colonialité pour les pays en situation de dépendance académique, mais l'apparition et la diffusion des termes colonialité, décolonialité et décolonial ont favorisé l'expansion de cette revendication dans plusieurs pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, notamment à la suite du mouvement World Must Fall en Afrique du Sud à partir de 2015. Décolonisation, est-il le mot adéquat? Peut-être pas. Décolonialisation, que j'ai utilisé dans certains textes, mais pas dans décolonial, le serait peut-être plus. Décentrement est également possible, puisque c'est bien de cela dont il est question, mais il ne suffit pas
car il ne permet qu'insuffisamment de saisir la dimension coloniale ou néocoloniale de la constitution des disciplines des sciences sociales. Par ailleurs, si les mouvements anticoloniaux ont parfois pu exprimer des réflexions sur le colonialisme culturel, intellectuel ou académique, cette dimension a généralement plutôt été abordée après l'indépendance qu'avant. La tendance générale que l'on observe aujourd'hui à vouloir trouver du décolonial avant le décolonial, c'est-à-dire avant l'apparition du concept, est sans doute très légitime sur le plan politique, mais elle l'est beaucoup moins sur le plan scientifique car elle nie l'historicité d'un phénomène conceptuel et prend pour argent comptant les références, comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon, mobilisées par certains auteurs et autrices décoloniaux, au lieu de tenter de comprendre les stratégies sous-jacentes, non seulement à ces usages, mais aussi aux oublis d'autres références, par exemple Orlando Falsborda, si mes souvenirs sont bons, un Mexicain, Rodolfo Stavenhagen ou Alberto Guerrero Ramos, brésilien dont j'ai déjà parlé. Je vous rassure, les autres réponses sont plus courtes, et mes autres questions sont plus courtes aussi. Question numéro 3. Peut-on donner, du reste, une définition du décolonial en relativisant beaucoup les luttes sociales et politiques des subalternes? Certes, vous avez choisi de vous placer du point de vue du sociologue, mais cela signifie-t-il que le décolonial est principalement une démarche scientifique, ce qu'il est assurément par ailleurs? Réponse numéro 3. Il ne s'agit pas du tout de relativiser les luttes sociales et politiques. Elles font partie intégrante des mouvements épistémiques contre-hégémoniques, soit parce qu'elles les ont inspirés, à l'instar du zapatisme qui procure à Walter Mignolo l'idée du pluriversalisme dès 1995, soit en raison de liens forts entre les mouvements sociaux et les mouvements académiques. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'Amérique latine, mais la création du Forum social mondial à la fin des années 90 fut également un lieu de rencontre entre militants et universitaires, les uns étant souvent les autres par ailleurs. J'utilise le terme d'épistémopolitique pour montrer que l'engagement dans une science sociale contre-hégémonique est avant tout, et tout à la fois un acte scientifique et un acte militant, sans qu'il soit possible de formellement distinguer les deux. L'engagement militant n'est pas toujours très scientifique, comme on peut le constater chez les indigènes de la République, comme Uriah Botenja ou Sadri Chiari, où l'usage du terme décolonial a généralement le sens d'anticolonial, en dépit de rares références à Ramon Crosfolien. Ça va, vous êtes choc? Question numéro 4. Il n'y en a que 6. Vous avez très largement critiqué l'essentialisation et la désindexation géographique de la science, de l'histoire, mais aussi de la modernité, du fait de l'universalisme surplombant. Mais n'avez-vous pas l'impression que nombre de décoloniaux font mécaniquement l'inverse, donc la même chose, en usant de manière acritique et ahistorique les mots Occident, modernité, Europe, en un véritable orientalisme à rebours, pour employer l'expression Gilbert Achcar? Réponse numéro 4. C'est tout à fait exact. Mais ce n'est pas la particularité des décoloniaux, si l'on définit avant tout par là les membres du collectif Modernité-Colonialité. La lutte contre le faux universalisme implique généralement, au moins dans un premier temps, de revendiquer une forme de spécificité sous la forme de l'authenticité, du nationalisme, de la religion, de l'indigénéité ou de l'endogénéité. Dans ce cadre, les catégories hégémoniques peuvent servir de repoussoir pour affirmer sa propre différence en refusant la valence négative qu'elles avaient introduite. La distinction inégale entre Occident et Orient a ainsi pu être mobilisée pour valoriser ce dernier. C'est le philosophe syrien Sadiq Jalal al-Hasan qui utilisa pour la première fois en 1981 l'expression « Orientalism in reverse », notamment à propos d'Edward Said, qui l'accusait d'essentialiser l'Occident. Donc il accuse Saïd d'être occidentaliste en fait, parallèlement à l'orientalisme. On trouve également cette tendance chez les premiers sociologues indiens, à l'instar de Guri, qui après un doctorat d'anthropologie sociale en Grande-Bretagne dans les années 1920, a combiné indologie et anthropologie pour se concentrer sur ce qu'il considérait comme les caractéristiques de la société indienne traditionnelle, à savoir la caste, la famille et la religion. Avant-dernière question. Vous opposez l'universel à l'universalisme, bien qu'en utilisant très peu, une seule fois me semble-t-il dans l'ouvrage, le mot pluriversel. Mais en dressant cette opposition, n'avez-vous pas l'impression de capituler un peu? Là je me suis dit, oula, faut pas que je le choque, mais j'avais quand même envie d'écrire ça. Donc j'ai juste rajouté un peu. J'avais écrit avant, je n'avais pas la besoin de capituler. J'ai capitulé un peu face aux conservateurs, c'est-à-dire de finalement accepter comme sens pour l'universalisme le sens que lui ont donné les bourgeoisies triomphantes. Si je me permets une comparaison, doit-on accepter pour socialisme le sens que Staline lui a donné et cesser donc de se revendiquer?
Je comprends parfaitement tout ce qui est reproché à cet universalisme-là, que j'appelle l'universalisme abstrait, celui qui proclame l'égalité des droits et de ce fait la considère suffisamment réalisée. Mais les décoloniaux, au lieu de rejeter l'universalisme abstrait, rejettent l'universalisme tout court, au lieu de prôner l'universalisme concret, celui qui lutte pour le droit à l'égalité par la convergence des luttes sociales, identitaires, écologiques, féministes, etc. Rejetant l'universalisme tout court, ils s'enfoncent dans le pluriversalisme culturaliste, ce qui montre l'équation erronée qu'ils font entre universalisme et uniformité, d'une part, et pluriversalisme et diversité, d'autre part. Or, l'universalisme concret s'oppose évidemment à l'uniformité tendancielle de la globalisation. Comment réagissez-vous à ces réflexions? Réponse. La question est compliquée, car elle implique de se positionner par rapport aux significations que les auteurs et autrices donnent aux mots. Par exemple, le sens du mot indigénisation sera très différent selon les uns ou les autres, notamment selon les termes auxquels il ou elle l'oppose, universalisme, endogénéité, science, etc. Il est donc indispensable, en tout cas si, comme je le revendique, on écrit aussi en tant que militant académique, de prendre position par rapport à ces termes. En ce qui me concerne, je soutiens l'idée que la recherche, et non la découverte, qui implique une forme de toujours là, de toujours déjà là, alors que la recherche est une quête au futur. Donc, je soutiens l'idée que la recherche de l'universel est au cœur de la démarche des sciences sociales, mais à partir d'une perspective qui mêle la généralisation et la singularisation comme constituant une tension essentielle des sciences sociales et non un camp à choisir. Plusieurs formulations ont été proposées pour articuler ces deux dimensions. Je pense que celle du pluriversalisme en est une, que ce soit dans les interprétations de Mignolo, de Dussel ou d'Escobar, car si elles présentent en effet des biais culturalistes ou civilisationnels, elles ont pour mérite de dépasser le point de vue de nulle part et de ne pas refuser l'universel tout court, et en cela, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, avec moi. Mignolo et Walsh écrivent ainsi que la pluriversalité est une option universelle, tandis que Dussel prône l'utopie de la transmodernité comme un dialogue entre les traditions philosophiques, le plurivers transmoderne n'étant ni simplement universel, ni simplement postmoderne. D'autres articulations, souvent encore moins connues, ont été proposées il y a des années, notamment par le sociologue malaisien Syed Hussein Alatas, ou plus récemment par la sociologue indienne Sujata Patel, ou par le sociologue américain Emmanuel Bernstein, par l'anthropologue tunisiano-suisse Mander Kilani, ou bien encore par le sociologue chinois Qi Lizong. Autant de gens que je suis obligé d'affirmer ma modestie, parce qu'à part Emmanuel Bernstein, je n'ai jamais rien lu de tous ces gens. Bref. Question numéro 6 et dernière. Peut-il y avoir un universel sans universalisme? L'universalisme concret n'est-il pas l'orientation politique de l'universel? Page 83, vous écrivez « L'universalisme s'allie au pluriversel pour examiner la tension entre le général et le particulier, entre le global et le local. N'est-ce pas très réducteur de considérer que l'universel c'est le général et le global, et le pluriversel le particulier et le local? Les luttes du Chiapas au Mexique ne sont-elles pas un merveilleux exemple d'anti-impérialisme universaliste concret, mêlé de valeurs mayas? Point d'interrogation. Réponse numéro 6 et dernière. La formulation est sans doute ambiguë et maladroite, et je vous remercie de le signaler. Si l'universel tel que je le considère est équivalent au généralisable et au global, dans le sens de mondial, je ne suppose pas d'équivalence entre pluriversel et particulier ou local. Je dirais plutôt que l'alliance entre l'universel et le pluriversel, au sens d'un universel oxymoriquement fondé sur la pluralité, permettrait épistémologiquement d'envisager la nécessaire tension entre théorie et empirie, entre le général et le particulier. Il s'agit donc de deux niveaux différents. Par ailleurs, concernant les luttes du Chiapas, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit d'un localisme universalisé, ce qui est sans doute le propre de tout phénomène social. Voilà. J'ai même pas parlé une heure. Alors, je ne sais pas comment on fait pour discuter, parce que je ne suis pas Stéphane Dufoy, mais vous allez peut-être m'aider. Ouais, je pense que ce serait super que lui puisse rebondir éventuellement et que vous publiez cet entretien dans l'esquisse. Oui, oui, on va le faire. Alors, en revanche... Et la première partie de ton texte aussi. Oui, je lui ai dit que la première partie de mon texte, c'est la transcription de mon exposé, donc ça va rester. Mais en revanche, il pourra, s'il le désire, modifier ses réponses. Voilà. Mais ça va être très rapide parce que c'est quasiment prêt. Ouais, j'en profite pour, j'y avais pas pensé, mais en 2023, je ne sais pas si vous connaissez cette revue qui s'appelle Lecture anthropologique. Le numéro est coordonné par Alice Attal
Katerianis Owanga et Emir Mayedine. Et il s'appelle Postcolonial / décolonial et c'est l'introduction est super, c'est par Emir, ça s'appelle Anthropologie, option postcoloniale, décoloniale. Et il y a tout un pan sur décentrer les savoirs via l'Algérie et repenser l'histoire de la discipline à partir de l'Algérie. Ça, c'est dans la deuxième partie de son propos. Et ça rejoint beaucoup ce qu'il dit sur historiciser nos disciplines, voir les savoirs invisibilisés. Tu pourras nous envoyer la référence. C'est quelle année? C'est là le numéro 2023. Numéro 10. C'est une petite revue lecture anthropologique, c'est une revue de compte-rendu en réalité. Mais là, ils ont fait un énorme dossier et je trouve que Emir a vraiment joué le jeu de l'anthropologie, ce que peut apporter l'anthropologie au débat. Et je trouve que sur cette idée d'historiciser nos disciplines, il a essayé de le mettre en pratique réellement, par le cas de l'Algérie, mais ça, c'est un peu comme ça. Oui, je le ferai circuler sur la... si tu peux m'envoyer le lien. Absolument. Je peux le montrer déjà. Je te l'enverrai. Enfin, j'enverrai. Et donc j'espère que dans le futur, on pourra avoir Stéphane Dufoy avec nous, peut-être autour de son bouquin là, qui va sortir en février 2024 sur les sciences sociales décentrées. On pourra l'inviter à notre journée des 6 et 7 juin, où on essaye de faire des journées sur le décolonial et ce que ça change dans nos pratiques. Et effectivement, on pourrait l'inviter à réagir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ceux qui ont lu le livre. Moi, je trouve que pour les enseignants, c'est un super ouvrage, notamment sur le débat français, que ici, dans ce séminaire, on avait essayé de mettre à distance, justement parce qu'on en avait ras-le-bol d'entendre le débat sur le décolonial ramener à des agitations médiatiques autour d'un concept forgé par les médias qui, nous, ne correspondait pas du tout. Et on avait toujours essayé de faire un pas de côté et de revenir au texte fondateur du décolonial et non pas du décolonialisme. Et en même temps, je trouve qu'il nous permet de donner des billes aussi en revenant sur ce débat. Avance un petit peu plus pour être dans la caméra. En montrant comment ce débat a été forgé. Et elle est marrante, la première scène où il se montre, il est invité à BFM, et donc il y a 3 personnes qui sont sur les Antilles. Et le présentateur se tourne en disant, bon bah vous êtes donc woke. Non, vous êtes le représentant de l'islamo-gauchisme. Vous serez le représentant de l'islamo-gauchisme. Mais pas du tout. Et de dire comment on est forcément pris dans des mots qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est des mots des catégories journalistiques qui sont plaqués avec des concepts des sciences sociales. Je trouve qu'il nous permet de répondre à ça. Moi, j'ai tendance à ne pas vouloir me situer dans ce champ du tout et dire que nous, on étudie des textes d'Amérique du Sud et qu'on essaye de faire le lien avec l'Afrique. Mais il fait le job de pouvoir nous donner des arguments, en fait, pour pouvoir aussi répondre à ça. De ce point de vue-là, il y a aussi le petit bouquin de Maoudou sur le woke, Panico. La Panico, qui est beaucoup plus international. Au moins la moitié du bouquin, c'est sur les États-Unis. Donc c'est beaucoup plus franco-français que ce qu'on fait d'habitude, et en même temps, je trouve ça très utile politiquement pour pouvoir nous situer. Mais il fait aussi le travail de resituer dans l'histoire de ce qu'a été le décolonial. Donc il est utile sur ces 2 aspects. Et ce programme de travail que tu as résumé en 4 points, je le trouve vachement enthousiasmant. Bon, après, je suis d'accord avec toi sur décolonial et décolonialisme et décoloniser, les différents, mais je trouve qu'il... Ah, mais moi je suis à 90% d'accord avec le bouquin. Hein. Après, vous me connaissez, je suis toujours un peu en désaccord avec quelque chose. Bon, je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus, si vous en êtes saisi de cet ouvrage et tout. Parce qu'après, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord de toute façon dans ce séminaire, mais... Ah, pas forcément. Denis, ouais. Personne ne veut parler. Bah alors, c'est toujours les mêmes qui parlent. Est-ce que, Denis, tu veux bien venir, que les gens te voient, les gens de... Leïla, t'as eu le temps de faire tout vite fait là. Mets-toi plutôt là pour que tu sois qu'on te voit sur l'écran là. Et donc les gens... Tu vas? Je ne vais pas te masquer. Ça n'a pas d'importance. Ah mais si. Bon, non mais c'est juste pour que les gens qui... Non, mais tu peux rester là comme elle est là-bas. Voilà, c'est très bien. Voilà. Sauf si tu veux t'asseoir. Hein? Très bien, c'est très bien là. Reste là. Bon. Oui. Bon. D'abord, la question des traductions. Alors moi, j'attends avec impatience ce volume. Parce que ça va être très utile. Alors moi, j'ai des souvenirs, effectivement, de vieux mâles blancs qui a plus tout à fait 50 ans.
quand j'enseignais à Sciences Po Paris, avec d'autres collègues, notamment Elisabeth Picard, on faisait un séminaire sur ce qui était pompeusement appelé analyse comparée des aires en développement. Je cherchais désespérément des textes qui ne soient pas des textes dits occidentaux. Et le seul que j'avais trouvé, c'était Ibn Khaldoun, et notamment à travers un petit ouvrage, je crois que c'est Yves Lacoste, le géographe Yves Lacoste, qui avait présenté Ibn Khaldoun, et on trouvait quelques traductions d'Ibn Khaldoun. Mais il y avait, en tout cas, je n'avais pas réussi à trouver autre chose. Alors peut-être que j'avais mal cherché, peut-être que la situation était différente à l'époque. À la même époque, ou un peu avant, même quand je travaillais sur la Tanzanie, j'avais été frappé par le fait que dans les collègues tanzaniens ou travaillant en Tanzanie, et notamment un sociologue que cite Stéphane Dufoy, Archim Afedje, finalement fonctionnait totalement à partir des catégories de la sociologie ou de la politologie occidentale. Qu'il avait appris lui-même. Oui. Et notamment, quelque chose m'avait frappé. Dans ma naïveté, moi je pensais que pour travailler sur le politique en Tanzanie, comme on était dans un pays où c'est un des rares pays africains où il y avait une langue parlée et comprise par tout le monde, même par les gens dont ça n'est pas la langue maternelle, que les politologues tanzaniens ou travaillant en Tanzanie ne s'appuyaient absolument pas sur des matériaux en swahili. Et que, quand moi j'ai essayé, parce que mon swahili n'était pas suffisant, avec une collègue d'origine zanzibarite qui enseignait le swahili à Lanzo, de travailler sur certains textes en swahili, j'aboutissais à des constats, pour ne pas parler de découverte, mais des constats qui étaient quand même passablement différents de ce que produisaient les collègues tanzaniens ou travaillant en Tanzanie. Donc, tout ça pour dire simplement qu'il y a cette question des langues qui n'est pas toujours posée, parce que, bon, effectivement, il y a des pays dans lesquels on peut travailler sur les langues de colonisation, bon, c'est exact, mais il y a d'autres pays dans lesquels il est indispensable de passer par les langues locales. Et ça, finalement, très peu de gens le font. Troisième, alors je ne sais pas, effectivement, il y a peut-être les réponses dans d'autres ouvrages de Stéphane Dufoy, mais il parle très peu d'anthropologie là-dedans. Et il me semble qu'il y a des enseignements à tirer. Je ne dis pas que c'est des solutions, je ne dis pas que... Mais notamment de tous les débats, et c'est là où il n'y a pas de solution, mais il y a des réflexions, tous les débats sur l'anthropologie réflexive, c'est-à-dire comment est-ce que l'enquêteur anthropologue se situe dans les situations d'enquête. Je veux dire, comment analyser la situation d'enquête dans le rapport avec les enquêtés et à partir du rapport avec les enquêtés. Et ça, c'est quand même un débat, sauf erreur, qui a animé l'anthropologie depuis une trentaine d'années, au moins, si ce n'est pas plus. On pourrait même commencer avec l'Afrique ambiguë de Balandier, qui pose déjà un certain nombre de questions sur ce plan-là. Donc l'anthropologie, c'est pas simplement Malinowski ou Griol. Il y a quand même eu des progrès qui ont été faits sur ce plan-là. Et il y a eu aussi toute une série de débats sur l'anthropologie indigène, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça bloque pour une personne anthropologue de travailler au sein de la culture auquel il ou elle appartient. Et il y a des choses très intéressantes. Je crois que c'est un sociologue camerounais qui s'appelait Bob Banjok, si je me souviens bien, qui avait écrit des choses très très intéressantes sur ce plan-là. Donc il y a eu des débats déjà depuis assez longtemps dont on peut s'inspirer pour mener une réflexion sur les questions qu'aborde Stéphane Dufoy. Je dirais, alors là, j'enfourche un médada habituel, que si on voulait bien, quel est le terme que les sociologues, non, pour traduire social scientist,
les sociologues sociaux, scientifiques sociaux. En les français, ça ne fait pas bien, mais... scientifiques sociaux. Bon, disons, pour les gens qui travaillent dans les sciences sociales et qui ne s'intéressent pas nécessairement à la musique, il y a des leçons à tirer des travaux ethnomusicologiques qui ont été menés, là encore, depuis une trentaine d'années, parce que justement, quand on est confronté, moi je pense en particulier à un de mes mentors, Simcha Aron, qui a travaillé sur les polyphonies des pygmées, des populations pygmées d'Afrique, de République centrafricaine. Il a été confronté à des phénomènes musicaux acoustiques qui étaient indescriptibles à partir des outils de la musicologie occidentale utilisés par l'ethnomusicologie. Il a donc fallu, parce qu'il était confronté à ça, parce qu'il a pris ça donc, en pleine face, il a été obligé d'inventer des outils nouveaux. Et je pense qu'il y aurait des leçons à tirer sur un plan plus général, en dehors de toute question strictement musicale, des méthodes qui ont été développées dans ces contextes-là. Et dernière chose, moi il me semble que... Parce que là finalement, quand je lis... Bon, j'ai pas lu les 3 textes, j'en ai lu un petit peu des textes que tu as envoyés et d'autres textes dont on a discuté ici. Moi, je reviens toujours à la question de Vladimir Ilyich Ulyanov. Hein, que faire qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on entreprend un travail qui n'est pas strictement un travail, bon, et même historien, mais sur les travaux historiens, je crois qu'Romain Bertrand a apporté déjà des idées qui sont intéressantes, encore des idées dans un débat qui ne sont pas des solutions universelles, qui sont intéressantes, parce que Romain Bertrand travaille sur des textes. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans des sociétés où il n'y a pas de texte écrit, même s'il y a des textes oraux? Donc, oui, la question c'est quand on entreprend une recherche, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça, moi, dans tout ce dont on a parlé ici, j'ai pas le sentiment d'avoir entendu grande réponse ou élément de réponse à cette question. Donc, très concrètement, et je crois que c'est le genre de question qui serait intéressant de poser à Stéphane Dufoy. Il y a d'autres, mais si Stéphane Dufoy revient ici, c'est bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il parle. Non, je ne suis pas d'accord. Il donne un plan de travail qui est centré sur une réécriture de l'histoire de nos disciplines. Oui, non, mais justement. Il parle plus de l'enseignement que de la recherche. Exactement. Et sur l'enseignement, c'est. Oui, mais empiriquement, je veux dire, je suis désolé, mais. Revoir nos disciplines. Voilà, empiriquement sur le terrain. Tu répondras. Continue. Non, mais c'est tout. Moi, je me dis, voilà la question que je me pose en permanence, c'est empiriquement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comme même si on est complètement d'accord avec tous les principes, les idées qui sont avancées, moi je suis un peu, comme Elara, ce jonglage avec des mots, les dés, les postes, les trucs, les machins, ça m'aide pas. Je ne comprends pas grand-chose à tout ça et je ne me situe pas là-dedans. Mais maintenant, la question que je me pose et que je me suis posée depuis un certain temps, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça quand on travaille? Soit on arrête de faire le boulot qu'on fait, ce qui ne me paraît pas être une solution, soit il faut vraiment se poser la question des méthodes. Et moi, les méthodes, je ne les discerne pas bien. Encore une fois, je n'ai pas lu tous ces textes, il y a peut-être des choses qui m'échappent, et il y a peut-être... la réponse à la question, elle est peut-être quelque part que je ne connais pas, dans un endroit que je ne connais pas. Mais moi, c'est fondamentalement la question que je me pose. D'ailleurs, c'est une question qu'on se posera aussi lors de la journée d'études du mois de juin qu'on veut organiser. Précisément, oui. Voilà. Donc, je crois qu'il y a Elara et peut-être Maëlys qui voulait dire quelque chose. Si, je t'ai vu parler. Non, pas peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être Ouais. Nous, on fait le débat. Ouais. Alors, c'est mieux de venir pour que les gens du Zoom puissent vous entendre et vous voir. Voilà. Alors moi, c'est vraiment, je viens du monde des ONG, enfin maintenant je travaille ici à la direction de la recherche, mais j'avais une petite question concernant justement les méthodes de recherche. Les chercheurs vont sur le terrain, donc en l'occurrence potentiellement blancs qui vont interroger du coup des Africains sur les terrains africains. Est-ce que ça vous arrive de passer du coup par des intermédiaires qui peuvent être des associations, des facilitateurs locaux qui vont
peut-être même pas vous accompagner sur le terrain et traduire, mais vraiment leur déléguer cette responsabilité de faire les enquêtes pour vous, d'interroger sur place, dans quelle mesure en fait ça peut aussi aider, parce que je sais que quand on est présent, enfin nous dans le cas de l'ONG on menait pas mal d'enquêtes et tout, et les réponses sont souvent relativement différentes si c'est nous qui les posons avec un intermédiaire qui peut être un traducteur, ou si vraiment on délègue la responsabilité à une équipe locale de faire ce travail aussi. Bah, ça c'est l'histoire de nos disciplines et c'est l'histoire de notre positionnement. Enfin, c'est difficile. Ça dépend de la discipline. C'est vraiment... D'abord, il n'y a pas que des chercheurs blancs dans notre équipe. Le micro comme ça va pour le... Merci. Bon, d'abord, il n'y a pas que des chercheurs blancs dans notre équipe, et puis en plus, c'est très difficile de vous répondre comme ça, parce qu'on a tous des traditions disciplinaires différentes, et dans notre équipe de recherche, on a tous des pratiques de terrain, donc voilà, on passe du temps sur le terrain, on travaille avec des membres de la société civile. Je pense à Chloé Bure qui fait de la coproduction de savoir, la coproduction de données. Donc les données sont produites par les gens avec lesquels elles travaillent. Donc ça, c'est des manières de travailler avec les gens qui est particulièrement une réflexion sur les méthodes, quoi. Donc ça, c'est des réflexions sur les méthodes, on les a tous les jours. Et dans nos disciplines, comme tu le rappelais, depuis les années 50, il y a des questions méthodologiques, de réflexivité sur le terrain qui se sont posées, mais qui sont presque en réalité ce que tu décrivais comme post-colonial, c'est-à-dire de réflexion critique de la modernité et de réflexion critique de la manière dont sont construites les sciences sociales à partir de la modernité. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le tournant décolonial, c'est d'essayer de prendre en compte des données et des savoirs qui viendraient enrichir un corpus et un canon. Ouais. Mais je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que ce que vous dites ne règle pas la question. Ça crée d'autres dépendances. Si tu es sur un terrain et tu emploies un traducteur ou un auxiliaire de recherche, il est ton auxiliaire de recherche. Qu'est-ce qu'il pense? Alors bien sûr, s'il est très bon, il va prendre des initiatives et il va peut-être t'apporter beaucoup à toi. Mais il n'empêche que ça ne supprime pas les hiérarchies cognitives. C'est souvent indispensable. Hein. On a peur d'avoir besoin de traducteurs, mais c'est un problème. Il ne faut pas fantasmer non plus une authenticité théorique. Mamadou Diawara, qui est un chercheur qui travaille entre l'Allemagne et le Mali, il a écrit un article il y a très longtemps maintenant dans les cahiers d'études africaines qui s'appelle « De l'inconvénient d'être du cru » et qui raconte à quel point c'est pas du tout plus facile pour lui. Safiatou Diallo, qui a longtemps travaillé avec Odile Gorg en Guinée, elle raconte que c'est impossible pour elle d'aller dans certaines communautés parce qu'il y a une assignation identitaire très forte en étant guinéenne et en travaillant sur la Guinée. Je pense qu'il ne faut pas du tout fantasmer une authenticité sur le terrain. Il y a des réflexions qui sont à mener en fonction de qui on est, à quel moment, et ça, les chercheurs guinéens en Guinée doivent s'y atteler autant qu'avec d'autres types de méthodes. Ça renvoie plus à la réflexivité globale de nos disciplines qu'on doit faire de toute façon quand on traite des données, quand on prend une méthodologie. Quant à la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, moi je trouve que pour le coup c'est un des textes où il a un vrai programme en 4 points, en méthode, donc c'est plus en histoire des disciplines et plus en édition. Moi je trouve que l'appel à l'édition, l'appel à la traduction, c'est un énorme chantier, et c'est un chantier qu'on ne fait pas assez, aussi peut-être parce que éditer quelqu'un c'est peut-être moins important qu'une monographie, je sais pas, mais enfin ça fait partie de notre programme. On pourrait peut-être l'étendre à mettre en ligne nos données. C'est une réflexion qu'on pourra avoir en juin, mais je trouve qu'il donne déjà ce programme de traduction, moi je le trouve assez énorme. Ensuite, sur nos méthodes et comment apporter des méthodes qui seraient décoloniales, si c'est ça ta question, Denis. Je trouve qu'effectivement là il donne sur le terrain il donne moins de, et c'est peut-être moins son approche que lui, il travaille vraiment sur les diasporas, mais non, il est sociologue. Il est sociologue, oui. Mais de toute manière, la vraie question, c'est pas uniquement de décolonialiser nos méthodes de travail, c'est décolonialiser le monde. Parce que tant qu'il y aura des inégalités gigantesques entre pays du monde, de toute manière, il y aura des inégalités dans les pratiques de la recherche. Quoi que tu fasses. C'est toujours toi qui amènes l'argent, c'est toi qui peux payer un traducteur, c'est toi qui vas publier plus facilement. Alors on peut lutter contre, mais je veux dire, le vrai problème, il est là.
Mais je ne suis pas contre, au contraire, je suis tout à fait d'accord pour dire que faire connaître, c'est... Simplement une information. Pour qu'on t'entende, soit tu viens, soit tu prends le micro. Non, c'est simplement une information. Bastien Mirocourt avec Africae envisage la... Alors on parle pas de traduction, mais déjà de textes qui sont un peu tombés dans l'oubli, qui n'ont pas été réédités, bien qu'ils aient été écrits en français ou dans d'autres langues de colonisation, de textes de philosophes africains, notamment du Camerounais Marcien Towa. Donc il y a un projet qui est en cours aussi de ce côté-là. Oui, je pense que c'est une des réponses, et nous on aimerait beaucoup inviter Bastien en juin. Je pense que ça passe le cœur de comment décolonialiser nos méthodes, elle passe à un moment donné par la question de l'édition, et je pense que Bastien il a des réponses qui sont vraiment intéressantes, structurellement décentrées, parce que portées par des centres qui sont en Afrique, parce que portées par des collègues qui sont en Afrique avec des situations de co-édition sur place, il y a un effort massif porté sur la traduction. Donc je pense que Bastien fera partie des gens qu'on a envie d'inviter effectivement en juin. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le programme Africae, Africa électronique, c'est un programme qui a plusieurs collections, qui est subventionné par la France et qui publie des livres en ligne et en accès libre immédiat. Et qui fait un gros travail de traduction. Par exemple, un étudiant africain qui vient soutenir une thèse en France, qui va la soutenir en français, mais qui a cette thèse, Africae peut parfaitement la publier en Kiswahili ensuite. Un étudiant en Tanzanie où Africae a déjà publié des thèses qui avaient été soutenues en français, les a traduites en portugais, qui n'est pas une langue africaine, mais qui est la langue officielle de certains pays africains dans lesquels il y a peu de littérature. Et puis il y a la collection donc Africa Gems, je pense que c'est à ça auquel tu faisais référence, qui est de publier des classiques africains. Hein. Donc ça commence par l'œuvre que tu as dit, et c'est Maëline Lelay qui est responsable de cette collection. Donc si vous entendez parler de textes de grande valeur africains qui ont peut-être été publiés en 1952, ou etc., et donc on en a perdu de vue, il y a une maison d'édition, il y a un programme qui sert à les republier. Bon, c'est une séance un peu particulière parce que Stéphane n'est pas là, peut-être. Ouais. Oui, on va arrêter plus tôt que prévu si c'est... Mais on a encore un petit peu de temps. S'il y a d'autres questions, alors je ne suis pas Stéphane Dufoy, je ne peux pas répondre à sa place, naturellement. Mais bon, des réflexions ou... Oui, non. Qui d'autre? Bien, c'est un peu... Alors, il faut revenir ou prendre le micro. Revenir ou prendre le micro. C'est rapide, mais bon, je vais revenir. Concernant du coup, je me demandais au niveau de l'enseignement secondaire, lorsqu'on apprend les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, du coup, ça peut aussi aider à intégrer du coup des nouveaux points de vue. Donc la littérature qu'on voit quelquefois dans les enseignements en langue peut être assez classique justement. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la recherche peut-être pour impacter cet enseignement, et notamment, enfin je ne sais pas si vous avez la réponse, peut-être que ce n'est pas votre spécialité, mais quel pont il y a en fait entre les productions en recherche, justement ces réflexions sur le décentrement, les études décoloniales, pardonnez que je ne suis peut-être pas spécialiste et peut-être pas précis dans mes interrogations, et du coup cet impact que ça peut avoir après au niveau de la manière dont on va aborder l'enseignement, et en particulier l'enseignement des langues et les études, alors ça peut être littéraire mais aussi d'auteurs sociologues, peut-être en études d'espagnol, d'anglais, est-ce que ça, il y a un travail, un pont qui est fait, je ne sais pas dans quelle mesure en fait ça peut être intégré, parce que ça permet aussi, depuis qu'on est étudiant en fait au lycée, de décentrer aussi son propre point de vue, d'intégrer d'autres, avant même d'intégrer l'université et le monde de la recherche. Non, mais il y a un travail gigantesque qui a été fait par des mouvements pédagogiques sur toutes ces questions depuis longtemps, mais votre question est très politique, parce que d'abord les réformes de programme, le programme c'est le ministère qui les décide, et si on prend par exemple l'exemple des programmes en sciences économiques, ils ont complètement changé le programme pour ne parler que de microéconomie et d'économétrie et ne plus faire de l'économie une science sociale.
Donc ils ont été tout à fait dans un sens néolibéral. Pour ce qui est de la littérature, je ne sais pas. Non, pour la littérature, on a perdu. Et pour l'histoire, il y a eu des gros mouvements de perte aussi. On a temporairement gagné l'enseignement des empires africains au Moyen-Âge pendant 2 ans, en 5e. Et ça, on a perdu. Et en littérature, on enseigne Senghor et encore du bout des doigts. Il y a un gros mouvement de fond qui a été fait pour enseigner des femmes. Mais enseigner, décentrer des auteurs qui ne soient non blancs, ça c'est très très peu fait. Et surtout pas en cours d'espagnol ou en cours... Alors en littérature anglaise c'est un peu différent et il y a cet enseignement du Commonwealth qui fait qu'il y a un certain décentrement, mais il ne passe pas du tout par un décentrement politique, très très peu. Non, on a complètement perdu la bataille. Il faut dire aussi que très franchement, on est très peu de collègues à aller se battre au ministère pour ça. Notre faute aussi, on ne s'engage pas là-dedans, on est très peu, on est très peu sollicités en réalité pour participer à ces débats. Sans parler du fait que la variété des langues apprises dans l'enseignement secondaire, langues étrangères apprises dans l'enseignement secondaire, est en train non seulement rester limitée, et de plus en plus limitée. L'italien, bientôt il n'y aura plus que l'anglais, quoi. Nous, on a perdu une bataille. Sur ce passage entre l'université et le secondaire, Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, bien même si on a largement le temps, il est midi, on ne va pas jouer les prolongations. Je vais terminer à 12h30, mais l'auteur n'est pas là, ça anime un peu moins la séance. Non, alors Michel Quiros, ce sera un peu une double séance parce qu'elle sera invitée la veille en librairie par l'Institut des Afriques. Tu rappelles la date? Ça c'est marqué sur la... c'est jeudi 18, je crois, ah oui, le jeudi, c'est ça. Et donc le mercredi soir, elle interviendra en librairie. Voilà, avec l'IDAF. Donc là, ça sera vraiment une session sur l'Amérique latine. Oui. L'Amérique dite latine. Bien, merci beaucoup d'être venu. S'il y a des gens qui ne sont pas sur la liste et qui ne reçoivent pas nos circulaires, nos textes, il suffit de me le dire ou de le dire à Elara et on prend votre adresse électronique.